Aujourd'hui, on continue dans le décor. De toute façon, moi, je suis vraiment quelqu'un qui finit dans le décor. Pour parler d'un livre que j'avais envie de lire depuis maintenant plusieurs mois, qui était comme en attente. J'ai participé, non, j'ai pas participé, j'ai assisté à son lancement en France chez Violette. Il s'agit de Ça aurait pu être un film de Martine Delvaux, et on va commencer tout de suite par remercier Barbara Revolver qui me l'a fait envoyer depuis le Québec, avec une superbe dédicace de Martine Delvaux, et franchement, c'est trop beau. Et ça tombe bien parce que cette histoire, c'est pas l'histoire de ce qui n'est donc pas un film, mais c'est pas si loin. Et on va un peu parler de relations entre femmes, de liens et de la difficulté de ces liens. Alors je suis hyper malade, fatiguée, je parle entre deux fêtes et c'est quand même... je parle du nez, donc c'est quand même une certaine dose de harassement ou d'épuisement que vous me pardonnerez, et où en plus c'est même pas exactement mon décor et j'ose même plus m'asseoir au fond, sinon je suis plus dans le cadre. Bon, ça fait partie des détails. Je vous mets bien sûr l'Instagram de Barbara, qui est féministe antispéciste, hyper intéressante à suivre. En ce moment, elle publie un peu moins, ça va revenir, voilà, et qui va faire des choses extrêmement intéressantes. On attend un peu de voir ce qui va arriver. Martine Delvaux, elle est romancière, essayiste, ça fait quelque temps que je la suis aussi sur Instagram. C'est quelqu'un qui a une présence en ligne qui est assez agréablement incisive, c'est-à-dire j'aime beaucoup notamment les commentaires qu'elle fait, entre autres des chroniques de Mathieu Bockscoté, qui est un chroniqueur de droite, d'extrême droite, masculiniste. J'avais été très déçue de le voir invité chez un autre youtubeur littéraire. Enfin, vraiment, ça a été... c'est pas juste un mec qui est un lecteur, quoi. Là, pour moi, c'est impossible de dialoguer avec quelqu'un comme Bock-Côté. Enfin, ce serait comme, je sais pas, moi, interviewer Zemmour. Enfin, impossible à mes yeux. Voilà, ça c'est un avis qui est exprimé. Enfin, c'est pas un avis, c'est une éthique. Et Martine Delvaux, notamment, entre plein d'autres choses intéressantes qu'elle fait, mais quelque chose qui pour moi est profondément féministe, c'est-à-dire qu'en fait, elle va commenter, donc répondre notamment en commentaires, etc., ou par des slides Insta, mais aussi entourer les passages incriminés, les contradictions, etc., un peu comme une prof. C'est quelque chose qui me rappelle profondément Mazo et Miso vont en bateau, et qui, en fait, rompt, mine, troue, subvertit profondément le narratif male gaze, dominant, masculiniste. On met des slash, tout ça est plus ou moins équivalent, les nuances bien sûr, en y opposant une logique, d'abord souvent de la logique, parce que je vais être décevante pour beaucoup de monde, mais le féminisme, en fait, c'est quand même une question intellectuelle et rationnelle. Bien avant d'être une question militante. Et c'est une façon de voir le monde, mais c'est une façon de saisir une réalité du monde qui sinon n'est pas vue et va être profondément occultée, etc. Et donc, cette occultation est une violence, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le fait de ne pas occulter. Et en fait, le geste de la correction, il est très drôle parce qu'il va avoir une certaine attitude éventuellement de surplomb, de parodie ou de pastiche de prof. Enfin, il y a un peu tout ça qui va potentiellement s'y jouer, mais qui va avec, donc, élève Bock-Côté au coin. Il n'y a pas que lui, hein, mais lui revient assez souvent. Je le déteste. Mais c'est... et ça marche très très bien avec des discours qui se construisent, ou qui construisent leur ethos, leur position d'être, d'emblée sous la forme de l'autorité, et qui se déroulent souvent comme un grand récit, un grand discours, une totalisation. Et ça, ce sont des choses qu'il est important de miner, comme toute forme d'autorité qui n'est autoritaire, ou qui ne légitime son autorité que de son ethos, que de son origine, et de son identité. Donc là, bon, voilà, genre pseudo-intellectuel par exemple, je parle de Mathieu Bock-Côté, entre autres. Voilà. Mais ce processus en fait de la correction, il est pour moi profondément féministe, dans ce sens de qui fait redescendre sur Terre, et sur la Terre qui n'appartient pas qu'aux hommes, donc, et qui va
empêcher le déroulement d'une généralité. C'est un peu ce que j'avais fait avec les Trivialia, mais les Trivialia, c'est dans des discours féministes, c'est pas ce geste-là. Ça aurait pu être un film, mais est un livre profondément féministe et qui n'a pas, à première vue, pour premier sujet, le féminisme. Enfin, disons que le féminisme, c'est plus, allez, une vision du monde, osera-t-on dire un gaze qu'autre chose. En tout cas, ici, ça va être peut-être plus qu'un sujet, une manière. Et en fait, ça aurait pu être un film et d'abord un livre sur ce qui n'est pas, c'est-à-dire un film, mais qui aurait pu l'être. Et donc le sujet de ce film, avec cet étonnement, donc, qui va donc être l'histoire d'une rencontre réelle avec une personne, un producteur, qui propose de faire effectivement un film, donc ne se fera pas, ça on n'a pas trop de surprise, cette déception est annoncée dès le titre, elle appartient au programme, en déplaçant la focale, ou l'objectif ou la caméra, et ce déplacement, il se construit immédiatement sur donc quelque chose qui n'est pas filmique ou cinématographique, qui va être autre chose, mais qui n'est pas en fait non plus littéraire, parce que ça va être et pictural, et d'autres questions qui vont se poser en même temps. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire qu'il est proposé au début à Martine Delvaux elle-même, et là on a une espèce d'assimilation type pacte autobiographique très nette entre le personnage, la narratrice et l'autrice, bon, ce qui pose pas de problème majeur dans un essai à la parole autobiographique. C'est pas un essai autobiographique, c'est pas un essai sur la vie de Martine Delvaux, mais qui va être incarné en une personne et qui ne joue pas la fausse abstraction, et qui donc raconte cette rencontre avec une personne, donc un producteur non nommé, enfin très célèbre, présenté comme très célèbre, et une rencontre virtuelle avec des personnes, et donc un sujet. Et c'est évidemment davantage un livre sur la création, et ce qui va faire que l'on crée, et que l'on crée notamment en tant que femme, qui à mon avis répond pas mal à un livre que je n'ai pas lu, qui est le Journal de la création, je ne sais plus du tout son titre, de Nancy Houston, mais qui lui est très en rapport avec la question de la maternité, qui ici apparaît, mais de manière beaucoup plus accessoire, hein, beaucoup plus secondaire en passant. Je n'ai pas envie de dire anecdotique, parce que je pense pas que la question soit à proprement parler anecdotique, mais c'est pas le sujet, quoi. Et ici, en particulier, une création, on va le dire très simplement, picturale. C'est-à-dire que les personnages qui sont proposés comme sujet pour faire, par exemple, un film, un biopic, quelque chose de cet ordre-là, donc de ce film qui ne se fera pas, ces personnages sont... je vais mal prononcer les mots, je voulais vérifier, j'ai oublié. John Mitchell et... je sais pas si dire. D'ailleurs, les noms sont même pas derrière, donc c'est dire si c'est pas... C'est-à-dire que moi, c'est des peintres que je connaissais pas avant de lire le livre. Moi, j'ai lu Jean-Paul tout le long, mais je crois qu'on dit Jean-Paul Riopel, et qui est donc franco-canadien, donc Jean-Paul Riopel ou Jean-Paul. John Mitchell, et donc ils sont un couple de très grands peintres, des géants... des géants de l'expressionnisme abstrait. Bon, ben là, moi, j'ai pu vérifier encore une fois mon inculture, puisque je ne les connaissais pas. Et la troisième de ce petit trio, la troisième d'un trio, évidemment, elle n'était pas annoncée, mais leur dog sitter, qui est une autre peintre beaucoup plus jeune, qui a d'abord eu une histoire passionnée, pas forcément très détaillée, avec John Mitchell. Et quand Riopel, qui n'est pas trop appelé par son patronyme, revient auprès de sa compagne et pas épouse, ils finissent par partir ensemble et vivent 10 ans ensemble. Et d'ailleurs, les 10 ans ont l'air de passer très vite. Non pas John Mitchell, mais Hollis Jeffcott et Jean-Paul Riopel. Je suis sûre que je prononce très mal les noms avec mon allemand LV1 de française absolue. J'en suis profondément désolée. Bon, ça, c'est un peu l'histoire du départ, et c'est effectivement un point de départ qui va accrocher. En fait, ce qui va déjà être ce qui fait non pas un film, mais un sujet. Et ce sujet aurait pu être celui d'un film, ça deviendra celui donc d'un livre qui a pour thème le fait de ne pas être un film. C'est l'histoire, c'est le début. Alors, est-ce que je lis les épigraphes ? Oui, l'épigraphe est quand même belle. GD, c'est un film. MD, ça aurait été un film. Marguerite Duras. Hollis is his best living. I've had she's Gertrude, I'm Mildred, pants very well, dog fits with me, serves the master and he adores her. No fight. John Mitchell.
il y avait le goût de ne pas mourir, Hélène de Billy, et tout ça se dévoile et se commente au fur et à mesure du texte, se thématise aussi, donc je ne vais pas le commenter moi-même. En tout cas, on peut voir que ça met en place un horizon d'attente, on l'a dit déjà, déceptif, par le titre qui est quand même des plus mystérieux. Ça aurait pu être un film, enfin ce conditionnel, il est en quasi négatif, puisque on, on nous dit ce qui n'est pas. Et d'ailleurs, on ne nous le dit pas au négatif, le ça étant étrangement déictique, c'est-à-dire désignant autant ce qu'il y a dans le livre que le livre que l'on a entre les mains. Donc il est référentiel autant, donc référentiel cataphorique en annonce du livre, en programme de ce livre, et en même temps on le voit tout de suite par la première citation, et il est aussi, si vous ne le savez pas, c'était mon cas, une allusion à Marguerite Duras et au film Le Camion, là je sais plus ce que c'est, mais c'est repris dans le... Je suis pas très duracienne moi. Mais qui va ensuite être repris. Donc on a toute une espèce d'épaisseur de sens et de référence qui va se mettre en place dès le départ sur ce que n'est pas la chose. Et donc on comprend bien qu'il va y avoir tout un cheminement sur ce qu'est la chose, et à savoir ce qu'est la chose. Et cette illustration, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. On continue. Le 28 septembre 2022, l'ouragan Yann, de catégorie 4, touche terre à Cayo Costa, dans le sud-ouest de la Floride. Après le golfe du Mexique, il frappe les villes de Fort Myers, Cape Coral et Naples. Ça ne doit pas être Naples à la française. Détruit un tronçon du Sanibel Causeway, emporte le Matlacha Bridge, ravage Sanibel Island et Pine Island, les coupes du continent. L'ouragan traverse la péninsule floridienne, puis la Caroline du Nord avant de mourir au-dessus de la Virginie. Son impact se fait sentir jusqu'à New York et Montréal. On dirait le chemin de ta vie. Et on a là d'emblée, donc par quelque chose d'assez mystérieux, météorologique d'ailleurs, quelque chose d'emblématique qui se construit d'une lecture quasi allégorique, c'est-à-dire qui va se faire en fait par la métonymie. C'est-à-dire que quelque chose de posthume en fait, s'agissant d'Olive Jeffcott, devient emblématique par hasard pour qui veut voir, ou pour qui sait voir, ou pour qui va accueillir le signe métonymique de la totalité, ou de la vie, ou de... quelque chose va accueillir un autre sens ayant trait à la vie de cette femme encore non nommée, mais à laquelle le texte est adressé par cette deuxième personne singulière, du singulier, permanente, un tu, tout au long du texte. Et ça, c'est vraiment une construction narrative très singulière, et puis narrative, c'est étonnant puisque c'est un essai. En fait, c'est un essai adressé. C'est l'histoire d'un échec, c'est l'histoire d'un film qui ne s'est pas fait. Bon, ça, voilà, c'est explicite un peu le titre. Thématique, les deux en même temps. C'est l'histoire d'une vie qui n'a pas encore été racontée, la tienne. Là, hop, on a une adresse à une destinataire encore mystérieuse, mais qui va se préciser petit à petit. Et donc thématique, c'est la chose dont on parle, rématique, c'est la forme que ça va prendre. Ce sont les distinctions de Gérard Genette dans Seuil. Ici, le titre est les deux, mais on n'est clairement pas dans un titre classique, avec aussi cette légère familiarité du pronom démonstratif « Élidé ». Enfin, ici, donc de Élidé chez Duras, ça aurait été, et ici, ça aurait été un peu plus familier. Je ne sais pas si l'histoire commence au moment de la première rencontre avec le producteur ou avant, avec ce tiraillement dans le ventre qui signale le désir d'écrire. À chaque fois que je reprends ce texte, mon cœur s'emballe, je frémis comme dans l'attente d'un rendez-vous amoureux, parce que je suis tombée amoureuse de cette histoire, je suis tombée amoureuse de toi, et maintenant tu es partout en moi, je suis hantée. Donc là, il n'est plus question du sujet, il est question de ce que le sujet fait à la locutrice, biographe. C'est la première annonce, essayiste certainement. Mais hop, c'est l'histoire d'un échec, je ne sais pas. Donc là, on va avoir voilà, une avance, non pas exactement par des mécaniques des panorthoses de correction, mais par des négations. Ce que ça n'est pas, qui vont permettre de commencer à approcher de ce que ça est. Je ne sais pas si je suis détective, enquêtrice, archiviste ou espionne. Et là, on remarquera qu'à chaque fois, on a des métiers du document. Ce qui change, c'est en fait la légitimité et l'organisation autour de ce document, espionne n'étant pas très légitime, par exemple. Mais follement romanesque. Je ne sais pas pourquoi je tiens autant à toi, ce qui s'anime à l'intérieur de moi, où ça se branche, dans quel désir, dans quelle blessure, dans quelle absence.
Est-ce que ça s'installe dans le vide laissé par toutes les amours perdus, toutes les histoires passées? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça commence par la fin de l'histoire d'amour et la mort du film. Donc ce qu'on a ici, voilà, c'est cette consubstantialité ou cette identité entre un état amoureux érotique et un état amoureux créateur. Avec ce renversement de la perspective et du temps qui va structurer complètement l'essai. C'est-à-dire le déstructurer, mais c'est une déstructure qui, me semble-t-il, n'est qu'apparente, même si elle peut par moments égarer. C'est à ce moment-là, quand il évoque le rôle que tu as joué, toi, celle qui fréquente les marges, le personnage secondaire, que ça se met à vibrer, tu es l'appât. Un peu plus tard, il dit carte blanche, bien sûr, avant de préciser, sourire en coin, qu'il n'est tout de même pas question de refaire Le Camion, ce film de Marguerite Duras, construit comme un long dialogue entre l'écrivaine qui écrit le film et l'acteur, Gérard Depardieu, choisi pour incarner le héros. Ce film qui montre à l'écran la lecture d'un scénario plutôt que ce qui est raconté. Donc, boum, décalage d'un film qui n'est pas un film. Ce film qui est un anti-film. Que le cinéma aille à sa perte, c'est le seul cinéma, écrit Duras dans le texte de présentation. Que le monde aille à sa perte, c'est la seule politique, écrit donc Martine Delvaux dans son livre. Et au seuil de ce livre, en le présentant. Aujourd'hui, au moment où j'entreprends l'écriture de ce livre, qui n'est pas un film, et qui tourne autour de l'histoire de ta vie, je me dis que c'est le renvoi à ce scénario-là, de cette écrivaine-là, qui m'a incité à dire oui au cinéma. Dans les mots du réalisateur, Peter Guber, je sais pas qui c'est, le producteur, c'est comme un chien. Il tient un scénario entre ses crocs et ne le lâche qu'une fois le film fait ou le projet abandonné. Cette image du chien va être permanente. Et puis le chien, c'est vachement bien. C'est hyper important. De retour chez moi, je tape John Mitchell et Jean Paul Riopel dans un moteur de recherche. Bientôt, un troisième nom apparaît. C'est le tien. Le nom d'une femme que j'ai déjà commencé à chercher, une amie inconnue, une amie fantôme, une amie rêvée. Et on va noter le lien de cette amitié. Tu es là. Dans une chronique de l'artiste Marc Seguin parue le 6 mai 2018. À la fin, il annonce la disparition de celle qu'il a aidé à trouver son premier atelier à Brooklyn et qu'il a accompagné à l'époque dans sa migration de jeune artiste. Il te décrit comme une aristocrate francophile, amoureuse du Québec, d'une intelligence sobre et lucide. Il écrit que tu portes la beauté américaine des grandes manières. Ton nom? Hollis Jeffcott. Tu es morte le 28 avril 2018. À quelques mois près, on s'est raté. J'arrive trop tard. Rendez-vous manqué, je t'ai perdu, avant même de savoir que tu avais existé. Ce qui est presque la contraposée de « comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé les Demoiselles de Rochefort ». On dit qu'un bon scénario de film, c'est l'histoire d'une personne qui veut désespérément quelque chose et qui a beaucoup de mal à l'obtenir. Atelier d'écriture, là, enfin, cours d'écriture. Ce qui importe, précise le scénariste Aaron Sorkin, c'est l'obstacle et le conflit. Il faut vouloir beaucoup, et ce qui se tient sur notre chemin doit être formidable, sinon on fait du journalisme. Ainsi, il faut chercher ce qu'il y a de conflictuel chez le personnage qui porte le film, entre ce personnage et les autres. Il faut écrire des personnages et non des êtres humains. L'héroïne n'a jamais été une enfant, dit-il. Elle a l'âge qu'elle a au moment où l'écran s'illumine, et puis c'est tout. Personnage et pas personne. Il faut trouver ce qu'on a en commun avec elle et écrire à partir de ce point de vue-là des choses qui doivent être jouées plutôt que lues. Des actions qui s'enchaînent au fil des mots liens. Mais, et puis, soudain, enfin, et dont l'objectif n'est pas nécessairement de l'emporter, de gagner, de réussir, mais d'essayer. Je dois donc essayer, moi aussi. Question. Quel âge a l'héroïne? Quel est son point de vue? Que désire-t-elle plus que tout? Va-t-elle réussir à l'obtenir? Réponse. Elle a 24 ans. C'est moi qui raconte son histoire, mais en essayant d'épouser son regard. Ce qu'elle désire plus que tout, c'est de faire de la peinture, de consacrer sa vie à la peinture. Je ne sais pas si elle va y arriver. 1992, New York, alors qu'elle effectue une recherche colossale sur la vie de Jean Paul dans le but d'écrire sa biographie, Hélène de Billy vient à ta rencontre. Tu habites à Manhattan, sur Ninth Street. Je suis vraiment nulle en anglais. Bientôt, tu as déménagé à Brooklyn avec un nouveau compagnon, un homme, qui va faire partie de ta vie pendant de nombreuses années, quelqu'un dont les femmes de ta vie diront plus tard qui ne t'a pas aidé. Mais pour l'instant, tu es assise avec Hélène dans ton charmant studio de Ninth Street.
Tu es élégante, longiligne, un air androgyne, tes boucles brossées vers l'arrière, le sourire qui montre les gencives et les dents, une beauté qui se découvre. Tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Tu es d'une grâce incontestable, tout le monde le dit, Hélène aussi. Douce et gentille. Partout où tu vas, tu es aimée. On tombe immédiatement sous ton charme. Dans The Silent Woman, Janet Malcolm écrit que l'entrevue a des airs de rencontre entre amis, ce qui a pour effet de séduire et de distraire autant le sujet que l'intervieweuse. C'est là le piège, bien sûr, pour la personne qui se fait interviewer, et la promesse pour celle qui mène l'interview. Donc là, hop, on voit ces procédés qui sont à la fois de découpage et de recoupement dans l'intercalation, dans l'intercalement des paragraphes. Hélène et Hollis, on vous dirait liés par une sorte de gémellité. Vous partagez une date d'anniversaire ainsi qu'une initiale. Hélène de Billy avait peut-être besoin d'une amie pendant son enquête sur la vie d'un des artistes les plus importants du Québec. Celui qui peut-être incarne le mieux l'âme de la belle province à cause de sa personnalité, de ce qu'il faisait, de son exil en France pour échapper à la grande noirceur et être artiste, puis de son retour au pays pour pêcher et chasser dans l'amour du territoire, après avoir fait le tour du monde, après avoir fréquenté les plus grands, les plus riches, après être devenu lui-même une star de l'histoire de l'art, son choix de mourir ici. Hélène se souvient d'avoir repéré des œuvres d'Antonin Artaud et de Georges Bataille dans ta bibliothèque, à côté des photos de famille. Elle précise qu'à ce moment-là, tu occupes un emploi dans une entreprise qui développe des lasers à Long Island City, un travail alimentaire obtenu avec l'aide d'un ami, un travail pour te loger, t'habiller, te nourrir et surtout pour acheter les matériaux qu'il faut pour continuer à faire ce qui te donne une raison d'exister, peindre. Au tout début du verbatim, Hélène indique que, bien sûr, tu dis ta vérité à toi. Tu insistes sur les beaux côtés, tu passes sous silence les épisodes les moins lumineux. Tu as rendu l'âme à Fort Myers, une ville du sud-ouest de la Floride sur le golfe du Mexique. Quand tu as appris que tu étais malade, le cancer avait déjà fait trop de ravages. Tu avais 65 ans. J'ai envie d'écrire que tu es morte trop tôt, que tu avais encore la vie devant toi, même si ce n'est pas vrai. Tu n'étais plus jeune. Tu avais vieilli, c'est moi qui ai envie de te retenir dans le temps d'avant. Et puis là, on va voir un paragraphe. Find a grave of this gallant Jeffcott's birth, 13 May 1952, Lee County, Florida, USA, death 20th April 2018, age 65, Lee County, etc. Donc ils sont vraiment très administratifs. Et donc, hop, ça va revenir à la mort de Joan, etc. Et là, il y a John Mitchell. Et avec cette espèce de démarrage par la fin, et donc la rencontre ratée. Ça pas un film, il n'y a pas eu la rencontre, et quand même, on y va. Donc, l'ensemble du livre est une espèce d'enquête vers celle qui n'est pas la grande artiste, et qui est dans l'ombre des grandes artistes, et qui pourtant poursuit un absolu au moins équivalent, et dont la vie, pourtant intrinsèquement, intimement liée à ces deux monstres, et en même temps est passée sous silence, et modelée par cette intimité, et quelque chose ne s'explique pas complètement, tout en étant aussi seule, une vie partageant un même absolu. Et donc... Là, il va y avoir plusieurs... pas mal de moments aussi introspectifs sur la réflexion sur l'écriture. Donc on va avoir en fait intercalé pas mal de choses, c'est-à-dire énormément de passages de la vie de ce trio avec des trous, des étonnements temporels, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que par exemple 10 ans peuvent être racontés très vite et que d'autres moments sont racontés beaucoup plus longuement sans qu'il y ait pour autant de moments immersifs. On n'est pas dans une narration immersive, on est en permanence dans une reconstitution d'enquête ou dans la reconstitution d'un passé qui ne se laisse jamais aborder dans sa totalité ou qui jouerait de l'illusion de la totalité plus précisément et qui va rester au contraire tout le temps saisissable que dans l'affleurement de sa fragmentation inévitable.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'intérêt de la narratrice, de l'essayiste, pour certaines périodes plus que d'autres. Ça va être plus ou moins expliqué, et d'autres moins. Donc on a une biographie qui est très infidèle parce qu'elle n'est pas temporellement proportionnelle, et ce n'est pas non plus une question, ou en tout cas ça n'est pas présenté comme telle, de proportion à la documentation. Parce que on le sait bien, on peut aussi être beaucoup plus rapide sur une période tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Parce qu'on n'a pas les documents, les traces, les sources, les archives, de quoi reconstituer. Cette reconstitution qui ne va pas suivre une fidélité ou un attachement temporel, va en fait s'intéresser plutôt à des moments, on va dire, nodaux, comme des nœuds, ou à des configurations, et va être constamment complété, sans pour autant atteindre un absolu. En fait, c'est un livre sur l'absolu, artistique, et sur la difficulté d'atteindre cet absolu, notamment quand on est une femme, et sur la mise en regard de cette difficulté à atteindre l'absolu, non pas par l'encyclopédisme, mais quand même par un éclairage perspectiviste, j'ai envie de dire, notamment avec la question des relations entre femmes, des relations lesbiennes. Donc là, on est complètement dans l'idée d'un continuum lesbien façon Adrienne Rich, mais je ne crois pas que Rich soit explicité, spécifiquement dans la condition de femme artiste, et avec un énorme focus, notamment, ça m'a pas mal marqué à la fin du bouquin, sur Lida Nochlin. Je ne sais pas Lida Nochlin ici, il va peut-être falloir que je le fasse, mais sur Lida Nochlin, c'est une très grande historienne de l'art qui est décédée en 2017. Et qui a justement interviewé John Mitchell, mais sur voilà, cette question de peut-on être un génie, ou comment peut-on créer quand on est dans l'ombre des monstres. Des monstres qui ne sont pas forcément des monstres d'égoïsme, ou des monstres sanguinaires, ou qui ne sont pas forcément Picasso. J'ai pas mal pensé à cette question du monstre telle que la traite dans son propre essai Claire Derdre, dont je parlais il y a quelques semaines. Je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo-là. Mais ça fait partie des multiples questions qui sont posées, avec aussi le qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans, et tout ce paradoxe qui est de faire un livre sur une peintre sans image. Ça, c'est peu souligné d'ailleurs dans le texte, mais parce que c'est vraiment plus, me semble-t-il, le goût de l'absolu et cette complexité à vivre en étant la troisième, la dog-sitter, qui va retenir Martine Delvaux davantage que la réussite qu'aurait eu l'un des deux membres du couple initial mythique de John Mitchell et Jean-Paul Riopelle. Et là, voilà, c'est là où le récit est... le récit, c'est pas exactement un récit, mais ça marche quand même comme un récit. C'est assez immersif, c'est-à-dire qu'on s'y laisse prendre, sans qu'il y ait pourtant l'illusion d'une immersion narrative. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est en fait prenant, littéralement prenant, ça se lit très bien. Ça ne se saisit pas toujours, notamment parce que l'ordre chronologique n'est pas suivi. Donc il n'y a pas de fidélité proportionnelle aux durées, mais il n'y en a pas non plus à l'ordre chronologique. On retrouve quand même à peu près tout le temps. Voilà. On se repère quand même bien. Mais moi, il y a quand même eu quelques moments, ça c'est aussi parce que en ce moment je m'assois, je m'endors. Hein. Où, voilà, ça peut désarçonner. Mais ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on sort complètement d'un grand récit. Et c'est... Voilà, et c'est... on sort autant de l'illusion de pouvoir faire ce grand récit que de la... que de l'espèce d'éblouissement, notamment mémoriel, qu'opère le grand récit sur tout ce qui n'est pas lui, et notamment sur des figures davantage d'arrière-plan, en quelque sorte. D'ailleurs, à ce titre-là, toute la structure de ça aurait pu être un film est très intéressante, parce qu'elle est composée de paragraphes, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de séquence, c'est un long ensemble de paragraphes qui n'ont pas de continuité thématique ni chronologique, c'est-à-dire, en fait, donc le discontinu est quand même la règle, mais un discontinu qui ne signifie pas qu'on pige rien. Hein, voilà. Mais plutôt qu'on va avancer comme par tuilage, comme s'il y avait des recoupements. Et en fait, c'est aussi au lecteur, à la lectrice, au lecteuriste de faire les liens, et non pas de reconstituer une continuité, c'est pas un jeu de piste, en fait,
mais de suivre effectivement une véritable enquête. Mais cette enquête, elle a une dimension participative, mais il n'y a pas quelque chose de révélé que l'autrice aurait caché, et puis on n'a plus qu'à le trouver comme dans un roman policier standard. C'est pas ça. C'est pas de ça dont il va s'agir. Le tuilage, en fait, il fonctionne comme en rupture d'un grand récit, mais approche d'une réalité. Par des biais divers, par des textes, des paragraphes souvent hétéroclites, et notamment, là on a vu parfois de l'insertion de documents. Et dans ces documents, il peut aussi y avoir des extraits de ce qu'aurait pu être le film, notamment de scénarios, ou des cuts possibles, ou des images, et des questionnements sur ce qu'aurait pu être ce film, et donc qui vont interroger en permanence la possibilité de se représenter une femme artiste. Et comment on va raconter une femme aux prises avec l'art. Et c'est ça, la vraie question de ça aurait pu être un film, et qui fait que l'incarnation de l'essai dans la prise de parole de l'essayiste fonctionne. Parce qu'en fait, c'est complètement cohérent que la question de l'incarnation artistique soit... que la question donc, de l'art, de l'absolu artistique poursuivi par une femme, soit aussi celle de l'essayiste qui poursuit le même absolu en poursuivant, alors en poursuivant, pas en chassant, pas en courant après, mais en poursuivant cette espèce de... c'est quand même une libido scindie, enfin, cette volonté de savoir, de comprendre, jusqu'à une empathie, jusqu'au lien amical, une femme, et cette possibilité de relation entre femmes. Et c'est très très marquant à la fin notamment. Et en ce sens, la disjonction apparente des paragraphes fait une jonction qui n'est pas la reconstitution ou la révélation d'une continuité par l'esprit devineur d'un lecteur, d'une lectrice, d'une lectrice, mais qui davantage avance dans la fragmentation et dans l'impossibilité de savoir, mais parce qu'en fait, il n'y a qu'ainsi qu'on peut approcher de cet absolu, si difficile à comprendre, et d'autant plus compliqué quand on n'est ni un homme, ni le grand absolu du monstre, qui est par exemple aussi John Mitchell, qu'on n'est pas le génie de l'histoire de l'art. Ce qui ne parle pas des qualités picturales, ce qui parle d'un rôle social en fait. D'un rôle social qui est permis par plein de choses, dont notamment la blanchité, la richesse, des conjonctions relationnelles, enfin ça d'ailleurs c'est complètement explicité aussi, ce qui va faire ou non cette position dans ce qui est, il faut bien le dire, un marché. Et donc il y a comme ça une question qui est pour ainsi dire professionnelle, comme ces professions intellectuelles des femmes, comme l'évoque Virginia Woolf, qui est celle plus littéralement de l'œuvre d'art, qui est celle de l'amour face à l'art. Est-ce qu'il y a une place pour l'amour? Est-ce qu'il y a une place pour la maternité? Ça c'est une question qui est plus courte, mais qui est quand même là dans le bouquin. Est-ce qu'il y a une place pour l'amour quand on est en train de poursuivre la question artistique? C'est une vraie question, c'est une question qui est plus que compliquée. Qu'est-ce qui va se passer et comment essayer de comprendre cette question de l'absolu artistique quand il est porté par une femme? Et qu'est-ce que ça change? Et donc là, en fait, la biographie permet non pas de saisir une question par un exemple, mais d'en montrer une incarnation et de la comprendre par des formes d'empathie, qui passent donc justement aussi par cette impossibilité de saisir une question à laquelle il n'est pas de réponse définitive, à laquelle il y a cette incarnation possible d'une artiste qui a vécu, et dont, la mort montre l'impossibilité de la rencontre réelle, et la rencontre elle va être entièrement virtuelle, différée, médiée par les lieux, par les tableaux, par les proches, etc. Les œuvres, les textes, la voix. Mais ça nous parle aussi de cette espèce de connexion d'une femme à une autre, éventuellement d'une époque ou d'un temps à l'autre, dans ce que certaines questions peuvent avoir de commun, et avec d'autres exemples, à un moment il y a Rosa Bonheur, etc., pour parler peut-être d'une sororité, au départ il est parlé d'une amitié, je trouve que l'amitié c'est quand même une figure assez intéressante, mais d'une espèce de chaîne de soutien, qui n'est d'ailleurs pas forcément que le fait d'Henry Sheffield, pas forcément que féminine, c'est aussi le cas de John Mitchell, etc., enfin d'un point de vue historique, mais qui va jouer
comme ça, sur cette question de quelque chose de l'intersubjectivité, notamment des femmes entre elles, et de qu'est-ce qui se passe quand on détourne son intérêt des hommes. Non pas par misandrie, mais parce que, par exemple, le féminisme de John Mitchell, c'était pas John Mitchell, c'était d'une autre, se manifeste par Louise Bourgeois, par son intérêt intense accordé aux femmes. C'est ça, en fait, qui est réalisé dans l'ensemble du bouquin. Et ça ne se... Et donc, il pose notamment la question du féminisme, à un moment explicitement. Sont-elles ou non féministes? Est-ce qu'il y a des prises de parole féministes, des engagements explicitement féministes, etc. Mais qui va complètement déplacer la question sur ce qui me semble être, moi, primordial, hein, c'est-à-dire cette question de la mise en relation et de l'activation de relations et d'un intérêt qui ne se portent pas nécessairement vers les hommes. Ça fait un livre qui est féministe en profondeur, mais dont le thème n'est absolument pas le féminisme. Parce que le thème, c'est aussi comment vivre une vie d'artiste, comment vivre en étant artiste, par exemple. Et notamment en étant femme, mais pas uniquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'absolu quand il faut sortir les chiens? Bon, j'exagère en le disant comme ça, parce que la chose n'est pas aussi burlesque. C'est pas comment voyager avec un saumon, hein, mais qui est un texte, moi, qui me fait toujours rire. Mais voilà, c'est à peu près ça. Et donc, comment représenter cette vie alors même que finalement, on est dans un livre qui parle de peinture et qui ne la représente pas, ou très peu. Et qui ne va pas parler que de femmes, qui parle aussi de Van Gogh, d'autres, etc. Et de l'incroyable conscientisation qu'ont notamment les peintres, mais qu'ont aussi en fait, tous les artistes, qu'ont aussi les écrivains, etc. Peut-être qu'on a l'impression que les écrivains, comme ils écrivent, ils ont plus de conscience ou pas, mais bon, voilà, ça dépend avec qui on parle. Mais en tout cas, il y a une conscience formelle. Pas forcément ni politique, ni textuelle, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une conscience formelle. Comment aussi on va expliquer, comment on raconte ça, comment on le saisit en tant que biographe / essayiste, je sais pas quelle est la meilleure façon de dire, et comment on raconte au plus près, c'est-à-dire pas par la mise en récit. C'est ça qui se joue dans... Ça aurait pu être un film, qui n'est donc pas un film, mais qui n'est pas grand-chose d'autre, si ce n'est quelque chose qui, à mon avis, il faut lire. Et je vous dis à bientôt.